J'avais prévu un anniversaire tranquille, attendant que mon mari et ma fille rentrent à la maison. Au lieu de cela, j'ai reçu une vidéo de son premier amour. Mon mari se tenait là, souriant à côté d'elle. La vidéo durait 11 secondes. 11 secondes pour mettre fin à 14 ans de mariage. J'ai regardé mon mari rire à côté d'une autre femme, j'ai regardé ma fille enrouler ses bras autour de cet inconnu comme si elle la connaissait depuis toujours. Et puis j'ai entendu les mots qui m'ont glacé le sang. J'aimerais qu'elle soit ma mère. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas appelée. Je me suis assise à la table de ma cuisine, fixant un gâteau d'anniversaire dont les bougies se noyaient lentement dans leur propre cire. Et j'ai pris une décision qui allait tout changer. Avant minuit, j'avais déjà ouvert mon ordinateur portable et commencé à taper les mots requêtant dissolution de mariage. Je m'appelle Emma Sullivan. J'ai 40 ans. Et jusqu'à cette nuit, je croyais comprendre la forme de ma propre vie. Je dirige une entreprise de design d'intérieur qui s'adresse à des clients qui n'hésitent pas à dépenser des sommes à 6 chiffres pour un salon. Et j'ai bâti cette entreprise à partir de rien tout en élevant une fille et en maintenant un mariage qui, pendant longtemps, m'a semblé solide. Je ne suis pas une femme qui panique. Je planifie. J'organise. Je contrôle ce qui peut être contrôlé, et je fais la paix avec ce qui ne le peut pas. Cette nuit-là, rien de tout cela n'avait d'importance. C'était mon 40e anniversaire, et je n'avais demandé qu'une seule chose, un dîner avec mon mari et ma fille. Rien de sophistiqué. Jacques avait promis qu'il irait chercher Olivia chez son ami et serait à la maison pour 6 heures. J'ai préparé un petit dîner au lieu de commander quelque chose d'extravagant, parce que je voulais que cela nous ressemble. 3 assiettes, une bouteille de vin que nous gardions pour une occasion que nous n'avions jamais nommée. Des pivoines que je m'étais achetées parce que Jacques disait toujours qu'il apporterait des pivoines et oubliait toujours. Et une partie de moi, fatiguée et pleine d'espoir, pensait que si je les achetais, ce serait comme s'il l'avait fait. 6 heures est venue et passée. À 8 heures, j'ai arrêté de prétendre que la nourriture avait de l'importance et je suis resté assise là, le téléphone à la main, guettant sur l'écran un texto qui ne venait pas. À 9 heures, j'ai finalement appelé. Ça a sonné 4 fois avant de tomber sur la messagerie vocale. Je me suis dit qu'il y avait des embouteillages, un accident, quelque chose de raisonnable. À 9h42, mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Pas de nom, pas d'explication, juste un fichier vidéo. Un instinct m'a dit de ne pas l'ouvrir et d'aller me coucher. Mais je n'ai jamais été doué pour laisser les choses en suspens. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo était tremblante, clairement filmée par quelqu'un se tenant sur le côté dans ce qui ressemblait au parc de Riverside, à 3000 de notre maison. Et il y avait Jacques, dans la veste grise que je lui avais achetée pour Noël, debout dans la lumière tachetée de l'après-midi, avec un sourire facile et ouvert sur le visage, le genre de sourire que je ne l'avais pas vu m'adresser depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. À côté de lui se tenait une femme que je ne reconnaissais pas, blonde, posée, d'une confiance naturelle, et accroupie devant eux deux dans sa veste en jean préférée se trouvait ma fille Olivia, 12 ans, tout en coude et en opinion à moitié formée. Dans la vidéo, elle se peine penchée sur le côté de cet inconnu, à laisser le bras de la femme s'installer sur ses épaules comme s'il y avait sa place. Jacques n'est pas intervenu. Il est juste resté là, à regarder, avec ce même sourire doux sur le visage, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Puis la femme a dit quelque chose que je n'ai pas bien entendu, sa voix basse et enjôleuse. Et ma fille l'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue m'adresser et a prononcé les mots que j'entendrai pour le reste de ma vie. J'aimerais qu'elle soit ma mère. La vidéo s'est arrêtée là. 11 secondes, juste assez pour faire exploser quelque chose en moi que je ne savais pas pouvoir encore exploser. Je suis resté très immobile pendant un long moment. Je pouvais déjà le voir parfaitement chaque fois que je fermais les yeux, je pouvais déjà entendre le timbre particulier de la voix de ma fille, ce ton doux et désireux qu'elle utilisait avec moi quand elle était petite et demandait à être prise dans les bras. J'ai pensé à l'hiver où elle avait 7 ans, blottie contre moi sur le canapé, sa tête lourde sur mes genoux pendant tout un film qu'elle avait déjà vu une douzaine de fois, juste parce qu'elle aimait s'endormir au son de ma voix qui narrait en même temps. J'ai regardé le gâteau d'anniversaire sur le comptoir, les bougies qui vacillaient, la cire coulant sur le glaçage blanc que j'avais moi-même préparé la veille. Je les ai regardés se consumer jusqu'à disparaître. Je veux vous dire que je me suis effondré. Peut-être qu'une partie de moi l'a fait, quelque part sous ce calme apparent.
Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que je me suis levé, j'ai soufflé les bougies moi-même et je me suis dirigé vers le petit bureau dans notre chambre où Jacques gardait son chargeur d'ordinateur portable, et où je gardais le mien. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cherché avocat spécialisé en divorce, puis comment demander le divorce dans notre État. Mes mains étaient stables. C'est ce qui m'a le plus surprise cette nuit-là. Au moment où j'ai entendu la clé de Jacques tourner dans la serrure de la porte d'entrée, un peu après 11 heures, j'avais déjà rédigé l'ébauche d'une requête. Je n'avais pas entièrement décidé ce que j'allais en faire, mais je savais, avec une certitude qui s'est installée dans mes os comme de l'eau froide, que la femme qui avait passé toute la soirée à attendre à cette table, pleine d'espoir, naïve et pleine d'amour, était quelqu'un que je ne me permettrais plus jamais d'être. La porte s'est ouverte à 11h14 du soir. Je me souviens de l'heure exacte parce que je fixais l'horloge numérique sur la cuisinière, comptant les secondes avant une confrontation que je n'avais pas prévue, mais que je savais d'une manière ou d'une autre inévitable. Jacques est entré le premier, les clés cliquetant dans sa main, et Olivia le suivait, faisant défiler son téléphone avec cet ennui particulier que seule une jeune de 12 ans peut feindre de manière si convaincante. Aucun d'eux n'a remarqué le gâteau, ni les assiettes, ni les fleurs qui s'étaient affaissées dans leur vase sur le comptoir. « Désolé, nous sommes en retard » a dit Jacques, sans même lever les yeux en accrochant sa veste au crochet près de la porte. La circulation sur le pont était démente. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé se déplacer dans notre cuisine avec l'aisance d'un homme qui croyait que la soirée s'était déroulée exactement comme il l'avait prévu, et quelque chose dans cette aisance m'a retourné l'estomac. Olivia a finalement levé les yeux, a vu le gâteau et a eu la décence de paraître légèrement coupable. « Joyeux anniversaire, maman » a-t-elle dit, les mots arrivant en retard, fin, comme une pensée après coup. « Où étiez-vous » ai-je demandé. Ma voix est sortie plus calme que je ne l'aurais cru. Jacques m'a enfin regardé correctement, et quelque chose dans mon expression a dû l'alerter car son sourire facile a vacillé. Je t'ai dit, je suis allé chercher Olivia et nous avons mangé un morceau. J'ai perdu la notion du temps. Avec qui? Il a hésité. Juste une demi-seconde, mais je l'ai saisi, comme on saisit une seule fausse note dans une chanson familière. Juste. Nous avons croisé quelqu'un. Ce n'était rien d'important. Claire et je dis. Je ne connaissais pas son nom avant de le prononcer. Mais en regardant son visage, j'ai su que j'avais raison avant même qu'il ne le confirme. Sa mâchoire s'est crispée. Comment connais-tu ce nom? J'ai pris mon téléphone, ouvert la vidéo et tourné l'écran vers lui. J'ai observé son visage pendant la lecture, j'ai vu la couleur le quitter lentement. Quand la vidéo s'est terminée, la cuisine était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il finalement dit. Elle voulait juste me dire bonjour, maman, a dit Olivia rapidement, trop rapidement. Je plaisantais. Je ne le pensais pas. J'ai regardé ma fille, la façon sérieuse et légèrement effrayée dont elle me regardait, et j'ai eu très envie de la croire. Mais je continuais d'entendre sa voix dans cette vidéo, douce et certaine. Et j'ai compris que quoi qu'elle dise maintenant, sous la pression de mon silence, cela n'effacerait pas ce que j'avais déjà vu. Va dans ta chambre, ma chérie, et je dis doucement. J'ai besoin de parler à ton père. Elle y est allée sans discuter, ce qui m'en a dit plus que tout le reste cette nuit-là. Une fois que la porte de sa chambre s'est refermée au fond du couloir, je me suis retourné vers Jacques. 14 ans et je dis. J'ai donné 14 ans à ce mariage, Jacques. J'ai bâti une entreprise en marge de ton emploi du temps. Je n'ai jamais, pas une seule fois, fait passer mon propre anniversaire avant cette famille. Et tu l'as passé dans un parc avec ton premier amour, laissant notre fille appeler une autre femme par le nom qu'elle ne devrait jamais m'appeler qu'à moi. Emma, tu exagères. C'était innocent. Claire voulait juste voir Olivia, prendre des nouvelles. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé et je répétais, et quelque chose dans ma poitrine est devenu très froid et très silencieux. Tu as laissé une autre femme mettre son bras autour de ma fille, et tu es resté là à sourire. Ce n'est pas rien. C'est un choix. Voici une vérité que je ne comprenais pas encore cette nuit-là, une que je n'ai reconstituée que des années plus tard. Jacques n'avait jamais été un homme qui construisait des choses. C'était un homme qui laissait les choses lui arriver et appelait cela le destin. J'allais apprendre que Claire elle-même avait passé des années dans l'insécurité de ses propres relations passées, terrifiée d'être quittée,
et qu'elle avait trouvé dans la passivité de Jacques quelque chose qu'elle pouvait enfin façonner sans résistance. Mais cette nuit-là, tout ce que je comprenais, c'était la forme du silence de mon propre mari, et combien de temps je l'avais confondu avec de la douceur au lieu de l'absence qu'il était en réalité. « Tu fais du cinéma » a-t-il dit en passant une main dans ses cheveux. « C'est exactement pour ça que je ne te dis rien. Tu montes toujours tout en épingle. » Ces mots ont atterri dans un endroit ancien et sensible, un endroit qui avait absorbé un millier de petites rebuffades au fil des ans, et avait simplement appris à se taire. J'ai pensé à toutes les plaintes que j'avais ravalées pour maintenir la paix, à chaque dîner tardif réchauffé seul, à chaque événement scolaire auquel j'assistais seul en disant à nos amis qu'il était simplement débordé de travail. Je suis passé devant lui pour entrer dans notre chambre et j'ai descendu ma valise de l'étagère du placard. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il demandé en me suivant, sa voix passant de la défensive à quelque chose de plus proche de l'alarme. J'ai déjà cherché un avocat et je dis, pliant un pull avec des mains qui avaient retrouvé leur stabilité. Je ne vais pas faire ça ce soir. Je ne vais pas crier, mais quelque chose a changé ce soir, et je ne pense pas que ça puisse revenir en arrière. Tu vas vraiment mettre fin à notre mariage pour une vidéo de 11 secondes ? J'ai arrêté de plier et je l'ai regardé. J'y mets fin après 14 ans à apprendre que ton confort compte toujours plus que ma dignité. La vidéo m'en a juste finalement montré la preuve. Il n'a pas eu de réponse à cela. J'ai fini de faire ma valise en silence, j'ai embrassé le front de ma fille endormie sans la réveiller, et j'ai quitté la maison avant minuit, conduisant jusqu'à chez ma sœur avec une valise et une certitude que je n'avais pas ressentie depuis des années. Jacques a appelé 17 fois cette semaine-là. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Il a supposé, je pense, que c'était une tempête qui passerait, comme nos désaccords l'avaient toujours fait. Il n'a pas signé les papiers de séparation quand je les ai envoyés la première fois. Il a attendu, confiant que je reviendrais. Une semaine plus tard, j'ai demandé le divorce pour de vrai. Ce n'était plus une ébauche sur un écran d'ordinateur, mais une véritable requête tamponnée et datée, déposée au palais de justice du comté avec mon nom dessus. Je me souviens d'être resté devant ce palais de justice après, regardant des inconnus passer avec leurs vies ordinaires et paisibles, et de penser que quelque part derrière moi, dans une maison que j'avais décorée de mes propres mains, une fille de 12 ans se réveillait dans une famille qui ne ressemblait plus à ce qu'elle était la veille. Et il n'y avait rien que je puisse faire pour adoucir cela pour elle. Pas alors que j'apprenais encore à me tenir droite moi-même. Le deuil a une étrange façon de devenir un meuble. On ne le remarque plus, mais il est toujours là, ou une forme lourde et familière autour de laquelle on a appris à marcher dans le noir. 3 années se sont écoulées ainsi pour moi, un pas prudent à la fois, jusqu'à ce qu'un jour, je lève les yeux et réalise que j'avais construit toute une vie autour de l'espace vide que Jacques et Olivia avaient laissé derrière eux. Le divorce avait été finalisé discrètement après des mois de négociations sur la garde qui m'avait laissé avec des week-ends alternés qui se sont lentement, douloureusement, transformés en quelque chose de plus proche de mois alternés. Jacques a emménagé avec Claire dès la première année. Chaque fois qu'Olivia mentionnait l'appartement de Claire au lieu de l'appartement de papa, quelque chose en moi tressaillait. Mon entreprise, au moins, me donnait un endroit où canaliser toute cette énergie déplacée. Ce qui avait été une modeste entreprise de design d'intérieur est devenu quelque chose avec une liste d'attente et une réputation. La fierté, et je appris, ne remplit pas une maison. Elle ne répond pas quand on crie « je suis rentré à personne ». Les visites d'Olivia sont devenues plus courtes, puis plus rares, puis principalement annulées. Elle a un projet à rendre, textait Jacques. Elle a prévu des choses avec des amis. J'espère que ça ne te dérange pas. Je disais toujours que ça ne me dérangeait pas, parce que pouvais-je dire d'autre à 300 000 de distance, lié à une ordonnance du tribunal qui me donnait des droits sur le papier mais pas dans la pratique. Chaque week-end annulé ressemblait à une petite érosion privée. Je ne suis sorti avec personne. J'ai dit à ma sœur que c'était parce que j'étais trop occupé. Et c'était en partie vrai. Mais la vérité plus complète était que je ne faisais plus confiance à mon propre jugement. J'avais passé 14 ans à voir Jacques comme un père dévoué, un partenaire qui avait simplement des angles morts, et je m'étais trompé d'une manière qui me donnait encore la nausée quand j'y pensais trop fort. C'était un mardi au début du printemps lorsque mon entreprise a ouvert un deuxième site, un entrepôt reconverti dans la ville où Jacques et moi avions acheté notre première maison ensemble. J'ai pris l'avion pour l'inauguration, me disant que c'était purement professionnel. L'un des entrepreneurs que nous avions engagés pour la construction avait amené un collègue pour le consulter sur les boiseries d'origine du bâtiment historique,
une femme qui l'a présenté simplement comme quelqu'un qui connaît l'histoire de ce bâtiment mieux que quiconque. Cette femme était Rachel Morgan, bien que je ne l'ai pas reconnue au début, pas avant qu'elle ne mentionne presque en passant qu'elle avait enseigné en 4e année à l'école primaire 2 rues plus loin, et qu'elle avait eu une élève nommée Olivia Sullivan. Nous n'avons parlé que brièvement ce matin-là, de manière professionnelle et agréable, et je n'y ai plus pensé en poursuivant l'inauguration, serrant la main des entrepreneurs et des responsables de la ville. Me sentant étrangement déconnecté de la version de moi-même qui faisait ses courses à 3 pâtés de maison de l'endroit où je me trouvais maintenant. Ensuite, j'ai traversé le centre commercial voisin sans me presser, savourant un café avant mon vol de retour. C'est là que je les ai vus. Jacques, Claire et Olivia sortant d'une librairie ensemble, riant de quelque chose qu'aucun d'eux ne prenait la peine d'expliquer aux autres. Olivia avait grandi, 15 ans maintenant, ses cheveux plus longs, coiffés différemment de la façon dont je me souvenais les lui brosser les dimanches soirs. Elle avait l'air, de loin, heureuse d'une manière qui a creusé quelque chose dans ma poitrine. J'aurais dû faire demi-tour et m'éloigner. Au lieu de cela, je suis resté figé près d'une vitrine, regardant ma fille passer son bras sous celui de Claire comme elle le faisait avec le mien, regardant Jacques tendre la main pour stabiliser un sac de course qui glissait de l'épaule de Claire avec la tendresse automatique d'un long mariage. Il ressemblait incontestablement à une famille, et c'est alors que je l'ai entendu. La voix d'Olivia, claire et spontanée, interpellant Claire à propos d'un café de l'autre côté de la place. « Maman, on peut y aller avant de rentrer ?»« Maman ?» Pas un lapsus. C'est sorti facilement, comme un mot sort quand on l'a dit 100 fois auparavant et qu'il ne semble plus étrange dans la bouche. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, assez longtemps pour qu'Olivia lève les yeux et me remarque de l'autre côté de la place. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde en suspens, j'ai cru voir quelque chose vaciller sur son visage, de la reconnaissance, peut-être même du désir. Puis cela a disparu, remplacé par quelque chose de poli et de distant. Elle m'a fait un petit signe de tête formel, le genre que l'on ferait à une vieille amie de la famille que l'on n'arrive pas tout à fait à situer, et s'est retournée vers Claire et Jacques. Je ne me souviens pas d'avoir marché jusqu'à ma voiture. Je me souviens d'être assise derrière le volant, les mains à plat sur mes cuisses, respirant lentement comme je m'étais appris à le faire lors de réunions difficiles avec des clients et d'audiences encore plus difficiles au tribunal. J'allais prendre mes clés quand un léger coup a retenti contre ma vitre. J'ai levé les yeux et j'ai vu Rachel Morgan, debout, me regardant avec une expression qui n'était pas exactement de la pitié, mais quelque chose de plus urgent. J'ai baissé la vitre. « Emma, a-t-elle dit, je vous ai vu devant la librairie tout à l'heure. » Je n'allais rien dire. Ce ne sont pas vraiment mes affaires, mais elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule dans la direction où Jacques, Claire et Olivia avaient disparu. Puis elle m'a regardé de nouveau, sa voix baissant d'un ton. Je suis resté dans ma voiture sur ce parking pendant encore 20 minutes, moteur éteint, à écouter une femme dont je me souvenais à peine dérouler 3 ans de ma vie avec une assurance qui semblait presque cruelle dans son calme. Rachel Morgan avait été l'enseignante d'Olivia en 4e année, le genre d'enseignante dont les parents se souviennent avec tendresse, parce qu'elle avait été patiente avec une enfant de 7 ans timide et têtue qui pleurait à cause des tests d'orthographe. Je n'avais pas pensé à elle depuis des années, pas avant ce matin à l'inauguration. Et même alors, je n'avais pas fait le lien jusqu'à ce qu'elle se tienne devant la fenêtre de ma voiture avec une expression qui me disait qu'elle portait quelque chose de lourd depuis longtemps. J'étais au parc de Riverside cet après-midi-là, a-t-elle dit une fois que nous avons trouvé un banc près du bord du parking. Il y a 3 ans, la semaine de votre anniversaire. J'y vais la plupart des week-ends. J'aime le sentier au bord de l'eau. Je ne cherchais rien. Je me trouvais juste là. J'ai attendu, les mains jointes fermement sur mes genoux. J'ai d'abord vu Jacques et Olivia, a-t-elle poursuivi. Et puis une femme les a rejoints, blonde. Je ne la connaissais pas à l'époque. J'ai appris plus tard qu'elle s'appelait Claire. Elle a sorti un téléphone presque immédiatement, en train de filmer. Je l'ai remarqué parce que ça semblait étrange, la façon dont elle n'arrêtait pas d'ajuster l'angle comme si elle essayait d'obtenir un plan spécifique. Mon estomac s'est noué. Continuez. Olivia avait 12 ans, a dit Rachel doucement. Elle ne voulait pas la serrer dans ses bras. Je pouvais le voir clairement, même de là où j'étais. Elle a reculé un peu, a croisé les bras, avait l'air mal à l'aise. Claire n'arrêtait pas de l'amadouer, disant des choses comme « Allez, ne sois pas timide », la rapprochant d'elle. Jacques était juste là. Il n'est pas intervenu. Il a juste regardé,
souriant comme si tout était très mignon. J'ai pensé à la vidéo, aux 11 secondes que j'avais rejoué dans ma tête 1 millier de fois en 3 ans, supposant toujours que je regardais quelque chose de spontané, quelque chose de vrai. Il y a plus, a dit Rachel, la mâchoire crispée. J'ai entendu Claire lui dire quelque chose juste avant cette dernière phrase. Elle s'est penchée et a dit, doucement, mais j'étais assez proche pour l'entendre. Elle a dit, dis ça, ma chérie. Ça fera tellement plaisir à ta mère. L'air a semblé quitter mes poumons d'un seul coup. Elle ne comprenait rien à ce que cela signifiait, a dit Rachel. Je ne pense pas qu'elle comprenait qui filmait ni pourquoi. J'ai supposé à l'époque que c'était juste un moment familial étrange, un peu mis en scène. Je n'y ai plus pensé jusqu'à ce que j'apprenne par des amis communs que vous et Jacques aviez divorcé peu de temps après. Alors pourquoi me le dire maintenant? Ma voix est sortie plus dure que je ne l'aurais voulu. Parce que j'ai toujours la vidéo, a-t-elle finalement dit. J'en ai filmé un peu moi-même avec mon téléphone. C'est une habitude, je filme tout quand je me promène. J'ai capté une partie de cet échange par accident. Je l'ai gardé dans ma pellicule pendant 3 ans, en me disant que ce n'était pas important. Mais j'ai vu votre visage tout à l'heure de l'autre côté de la place quand Olivia a appelé cette femme maman. Je ne pouvais pas simplement passer à côté de vous et ne rien dire. Elle a sorti son téléphone sans hésiter et m'a montré 11 secondes de séquences granuleuses et de travers qui confirmaient tout ce qu'elle venait de me dire. La voix de Claire, reconnaissable entre toutes, cochant ma fille pour lui faire dire une phrase qu'elle était trop jeune pour comprendre pleinement. Jacques, debout, silencieux, complice, simplement en ne faisant rien. Je suis restée assise avec ces images pendant un long moment après le départ de Rachel, rejouant 3 ans de ma vie à travers ce nouveau prisme insupportable. J'ai pensé à toutes les nuits où j'avais pleuré en silence dans ma voiture après une visite annulée, me disant qu'Olivia ne voulait tout simplement plus me voir. Je n'ai jamais envisagé une seule fois que cela aurait pu être orchestré par une femme qui comprenait exactement ce que les mots irréfléchis d'une jeune de 12 ans pouvaient faire à un mariage. J'en apprendrai plus sur Claire plus tard, reconstituant lentement le puzzle au cours des semaines suivantes, principalement grâce à des choses que Jacques a laissé échapper une fois que la vérité a commencé à éclater. Claire avait été quittée 2 fois auparavant par des hommes qui avaient choisi d'autres femmes juste devant elle. Et quelque part dans cette histoire, elle avait construit une conviction privée et fragile que l'amour devait être sécurisé, orchestré si nécessaire, jamais simplement faire confiance à sa solidité. Cela n'excusait pas ce qu'elle avait fait, mais cela m'a aidé à comprendre plus tard qu'elle ne s'était pas vue comme une méchante dans ce parc. Elle s'était vue comme quelqu'un qui prenait enfin le contrôle d'une histoire qui avait mal tourné pour elle 2 fois déjà. Jacques, j'en suis venu à le comprendre, n'avait été l'architecte actif de rien de tout cela. Ce n'était pas un homme qui complotait. C'était un homme qui évitait les conflits si complètement qu'il laissait simplement les volontés plus fortes l'emporter où elles voulaient et confondait cette dérive avec la paix. Cela ne rendait pas ce qui s'était passé pardonnable, mais cela le rendait en quelque sorte plus triste. J'ai pensé au visage de Jacques la nuit où je l'ai confronté, à la façon dont il avait insisté sur le fait que c'était innocent. Il ne s'est rien passé. J'exagérais. Il n'avait pas menti sur sa présence. Mais il m'avait laissé croire pendant 3 ans que tout ce que j'avais vu était simplement la vérité qui se révélait. Que notre fille préférait sincèrement une autre femme. Alors que la vérité était qu'elle avait été une enfant coachée et confuse, prononçant des mots qui n'étaient pas entièrement les siens. Rachel a touché mon épaule avant de partir. Emma, a-t-elle dit, je ne pense pas qu'Olivia ait jamais su que vous aviez vu cette vidéo. Je ne pense pas qu'elle ait la moindre idée de ce que cela a fait à votre mariage. J'ai levé les yeux vers elle, quelque chose de froid et de clair se mettant en place derrière mes côtes. Elle ne sait pas, et je répétais lentement. Je ne pense pas, a dit Rachel. Je pense qu'elle a passé 3 ans à croire que vous aviez simplement cessé de vouloir la voir autant. Je ne sais pas ce que Jacques lui a dit sur le divorce, mais je ne pense pas qu'elle ait la moindre idée que cette vidéo ait jamais existé. Je suis rentré chez moi ce soir-là au lieu du lendemain matin, changeant mon vol de retour directement au terminal parce que je savais que si je me donnais 12 heures de plus pour réfléchir, je pourrais me dissuader de faire ce que j'étais sur le point de faire. Je n'ai pas appelé Jacques. Je n'ai pas appelé Claire. J'avais appris, de la manière lente dont le deuil vous enseigne les choses, que la confrontation change rarement la vie de quiconque, surtout des gens qui ont passé des années à se construire des histoires confortables sur leur propre innocence. Au lieu de cela, j'ai demandé à Rachel de m'envoyer le clip. Et 2 jours plus tard, une fois que j'avais eu le temps de me calmer, je l'ai envoyé directement à Olivia.
Je n'ai pas ajouté de commentaire. J'ai simplement écrit, je pense que tu devrais voir ça. Je t'aime. C'est tout ce que je veux dire pour l'instant. Puis j'ai posé mon téléphone et je me suis forcé à attendre. Elle n'a pas répondu ce soir-là, ni le lendemain. Le troisième soir, mon téléphone a sonné et quand j'ai répondu, j'ai entendu ma fille pleurer avant qu'elle ne puisse prononcer un seul mot. Maman, a-t-elle dit. Et quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, une voix épaisse, brisée et entièrement la sienne, a dénoué quelque chose dans ma poitrine qui était restée tendue pendant 3 ans. Maman, j'avais seulement 12 ans. Je ne comprenais pas pourquoi elle voulait que je dise ça. Je voulais juste qu'elle arrête de me le demander. Je l'ai laissé pleurer un moment avant de dire quoi que ce soit. Je m'étais promis dans l'avion du retour que quoi qu'il arrive dans cette conversation, je n'en ferais pas une affaire de ma propre colère. Alors, j'ai simplement écouté. Et quand elle s'est finalement calmée, je lui ai dit doucement que je ne comprenais pas tout non plus, mais que j'étais contente qu'elle sache enfin que la vérité existait. Au cours des jours suivants, les pièces ont commencé à se défaire d'elles-mêmes. Olivia m'a dit qu'elle avait confronté son père directement, lui demandant s'il se souvenait de ce jour dans le parc, de ce que Claire lui avait dit. Jacques, selon Olivia, était devenu très silencieux, puis avait essayé de minimiser l'affaire en disant que c'était juste un moment qui avait été exagéré avec le temps, une phrase si soigneusement évasive que même une jeune de 15 ans pouvait en entendre le creux. La réaction de Claire fut pire. Elle est devenue défensive presque instantanément, insistant sur le fait qu'elle ne se souvenait pas des détails, accusant Olivia de déformer un moment innocent, finissant par lui crier d'arrêter de remuer de vieilles histoires. Quelque chose dans cette colère, m'a dit Olivia, avait semblé plus accablant que n'importe quelle explication n'aurait pu l'être. C'est dans les jours qui ont suivi que la situation s'est éclaircie. En parcourant de vieux messages sur une tablette familiale partagée, dont Jacques n'avait jamais pris la peine de la déconnecter complètement, Olivia a trouvé des fils de discussion supprimés. Mes messages, ceux que j'avais envoyés au fil des ans, demandant de planifier des visites, demandant comment s'était passé son récital, demandant si elle voulait venir passer les vacances de printemps avec moi. Des dizaines d'entre eux envoyés à un numéro partagé auquel Jacques et Claire avaient accès, message après message qu'Olivia n'avait apparemment jamais vu parce que Claire les avait discrètement supprimés avant qu'Olivia ne prenne la tablette. Elle m'a dit que tu étais occupée, a dit Olivia, sa voix se brisant à nouveau. Elle m'a dit que tu ne voulais plus vraiment me voir, que tu te concentrais sur ton entreprise. Je l'ai cru, maman. Je l'ai cru pendant 3 ans. Je suis restée assise, très immobile, absorbant cela. 3 ans de week-ends annulés que j'avais acceptés comme la dérive naturelle de ma fille loin de moi. 3 ans à croire silencieusement que le lien que nous avions n'avait tout simplement pas été assez fort pour survivre à l'arrivée de Claire. Et pendant tout ce temps, quelqu'un avait discrètement fermé la porte entre nous et m'avait laissé croire que je l'avais franchie moi-même. Je ne te dis pas ça pour que tu détestes ton père, et je dis prudemment. Ou Claire. Je te le dis parce que je pense que tu mérites de connaître la vérité. Quoi que tu décides d'en faire. Je ne le déteste pas, a dit Olivia lentement. Mais je ne comprends pas comment il a pu rester là, sans rien faire, les 2 fois. Je n'avais pas de réponse à cela. Pas entièrement. Même maintenant, il y a une sorte de lâcheté particulière qui ne s'annonce pas, qui existe simplement dans l'espace des choses qu'une personne choisit de ne pas remarquer parce que remarquer exigerait une action qu'elle n'est pas prête à entreprendre. Lors d'un de ces appels tard dans la nuit, quelque part entre la colère et le chagrin, Olivia a soudainement ri, un rire calme et surprise d'elle-même. Tu te souviens, a-t-elle dit. Quand je m'endormais sur tes genoux pendant les films, même ceux que j'avais déjà vus 100 fois. Je me souviens et je dis, la gorge serrée. Tu me faisais toujours les recommencer si tu t'endormais avant la fin. Je le fais toujours, a-t-elle admis, juste avec des gens différents maintenant. Ce n'est pas pareil. 2 semaines après ce premier appel, Olivia m'a dit qu'elle avait fait sa valise. Je ne veux plus vivre là-bas, a-t-elle dit, d'une voix maintenant assurée, quelque chose dans sa voix qui me rappelait vivement moi-même à son âge, avant que la vie ne m'apprenne à douter de mes propres instincts. Je veux venir vivre avec toi, si c'est toujours quelque chose que tu veux. J'ai dû m'asseoir sur le bord de mon lit avant de me faire confiance pour répondre. C'est la seule chose que je veux depuis 3 ans, lui ai je dit. Olivia est arrivée un vendredi soir avec 2 valises et un sac à dos, debout sur mon paillasson dans la lumière déclinante, paraissant plus jeune que ses 15 ans, comme le font parfois les enfants lorsque le poids qu'ils ont porté se voit enfin sur leur visage. Je ne lui ai posé aucune question.
Je l'ai juste prise dans mes bras et je l'ai sentie expirer contre mon épaule comme si elle avait retenu son souffle depuis ce jour dans le parc. Nous n'avons pas parlé de Jacques ou de Claire cette première nuit. Au lieu de cela, sur un coup de tête, nous nous sommes retrouvés dans la cuisine vers minuit, sortant la farine et le sucre parce qu'Olivia a dit qu'elle n'avait pas mangé de vrais biscuits faits maison depuis qu'elle était enfant, ce qui m'a fait rire parce qu'elle en était encore une. Nous avons mis le désordre sur le comptoir, nous nous sommes disputés de bonne humeur pour savoir si la pâte avait besoin de plus de vanille et avons mangé la moitié de la fournée directement sur la plaque avant qu'elle n'ait bien refroidi. Ce n'était pas une conversation sur la guérison. Ce n'était pas nécessaire. C'était juste deux personnes qui réapprenaient à occuper la même cuisine sans que rien ne se dresse entre elles. Le dénouement de l'autre côté s'est produit sans mon intervention, bien que j'en ai entendu des bribes au cours des semaines suivantes. D'abord par Olivia, puis de manière inattendue par Jacques lui-même. Il m'a appelé un mardi, la voix rauque d'une manière que je n'avais pas entendue depuis les premières années de notre mariage. Il m'a dit que Claire était devenue de plus en plus erratique depuis le départ d'Olivia, blâmant d'abord Olivia pour avoir semé la zizanie, puis retournant sa frustration contre lui pour ne pas avoir contrôlé la situation. C'est au cours d'une dispute particulièrement animée, a dit Jacques, que Claire avait finalement admis, au milieu de cris sur le fait d'être blâmée pour de vieilles histoires, qu'elle avait délibérément coaché Olivia pour cette phrase dans le parc. Elle a dit que si elle ne l'avait pas fait, m'a dit Jacques, sa voix se brisant, je ne t'aurais jamais complètement quitté. Elle a dit qu'elle avait besoin d'être sûre cette fois qu'elle n'allait pas perdre quelqu'un comme elle l'avait fait auparavant. Je suis restée assise, le téléphone collé à l'oreille, laissant cela s'installer, comprenant, pas pour la première fois, que les personnes blessées construisent parfois leur sécurité sur les débris des autres sans jamais se voir comme celles qui causent les dégâts. Elle a aussi avoué pour les messages, a-t-il poursuivi, ceux à Olivia. Elle a dit qu'elle avait peur que si Olivia gardait un contact étroit avec toi, elle finirait par vouloir revenir. Et Claire ne voulait pas perdre la famille qu'elle avait construite. Je ne lui ai offert aucun réconfort. Je l'ai laissé s'asseoir dans le silence de ce qu'il venait de me dire parce que je pense que pour la première fois depuis des années, Jacques avait besoin de sentir tout le poids d'une conséquence sans que quelqu'un ne l'adoucisse pour lui. J'ai laissé faire, a-t-il finalement dit, doucement. Même avant de savoir pour le coaching, je l'ai laissé décider du contact qu'Olivia avait avec toi. Je me suis dit que je restais neutre. Je n'étais pas neutre. J'étais juste absent, comme j'étais absent cette nuit-là au parc. Comme j'étais absent le soir de ton anniversaire. Pourquoi me dis-tu cela, Jacques? Parce qu'Olivia mérite une meilleure explication que celle que je lui ai donnée, a-t-il dit. Et parce que je pense que tu mérites de savoir que rien de tout cela n'a jamais été parce que tu n'étais pas assez. C'était parce que je n'étais pas assez courageux pour arrêter quelque chose que je voyais se produire. Claire l'a quitté 2 semaines plus tard, emportant la plupart de ses affaires en un seul week-end pendant que Jacques était en voyage, laissant derrière elle une note qui présentait leur relation comme quelque chose pour lequel elle avait tout sacrifié. Pour ensuite être blâmée et non appréciée en retour. Il n'y avait aucune reconnaissance, d'après ce qu'Olivia a décrit, des années de manipulation silencieuse qui avaient construit la relation en premier lieu. Jacques était, de tous les témoignages que j'ai reçus, entièrement seul dans cette maison pour la première fois depuis des années. J'ai ressenti quelque chose en entendant cela, bien que j'ai été surprise de voir à quel point c'était petit et distant, pas la satisfaction aiguë à laquelle je me serais attendu 3 ans plus tôt, et pas tout à fait de la pitié non plus. Surtout, j'ai ressenti l'étrange douleur creuse de voir quelqu'un arriver enfin à une vérité sur lui-même qui lui avait été accessible depuis le début. Olivia et moi nous sommes installés dans un rythme au cours de ces semaines qui, pour la première fois depuis des années, semblait simple. Elle a commencé dans une nouvelle école à l'automne, plus près de chez moi, et je l'ai regardée se détendre lentement, rire plus facilement, me poser des questions sur ma propre adolescence, comme elle le faisait avant que Claire n'entre en scène. Nous avons repeint sa nouvelle chambre ensemble un samedi, nos jeans tous deux maculés de peinture. Et elle m'a dit à mi-chemin que c'était le moment où elle s'était sentie le plus normal en 3 ans. C'était un jeudi soir, presque 2 mois après l'emménagement d'Olivia, quand j'ai entendu une voiture que je n'ai pas reconnue au début entrer dans mon allée. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et j'ai vu Jacques debout à côté, les mains dans les poches, fixant ma porte d'entrée comme un homme qui avait marché très longtemps pour arriver là et n'était pas tout à fait sûr d'avoir le droit de frapper. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne frappe parce que je l'avais regardé rester là pendant presque 1 minute entière, les mains dans les poches, déplaçant son poids comme un homme répétant des mots qu'il n'avait pas encore trouvé le courage de dire. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, fatigué d'une manière qui allait au-delà du sommeil, l'épuisement particulier de quelqu'un qui a enfin cessé de se fuir.
Emma, a-t-il dit, je sais que je n'ai aucun droit de débarquer comme ça. Tu as raison et je dis. Tu n'en as pas. Mais je me suis quand même écarté et je l'ai laissé entrer dans le couloir parce que quoi qu'il en soit, Olivia était à l'étage et certaines conversations devaient avoir lieu avec nous deux dans la pièce ou pas du tout. Je l'ai appelée. Elle est descendue lentement, prudemment, comme elle le faisait chaque fois que la présence de son père introduisait une incertitude qu'elle n'avait pas encore tout à fait appris à gérer. Jacques l'a regardé un long moment, et quelque chose sur son visage s'est fissuré, un sang-froid qu'il avait construit pendant le trajet. Je vous dois des excuses à toutes les deux, a-t-il dit. De vraies excuses, pas le genre que j'ai donné avant et qui n'était en réalité que moi essayant de me sentir moins coupable. Il n'a pas cherché d'excuses. Il a dit clairement à Olivia qu'il avait laissé une femme manipuler une jeune de 12 ans pour lui faire dire des mots qu'elle ne comprenait pas, et qu'il était resté là à regarder sans l'arrêter. Non pas parce qu'il ne l'avait pas remarqué, mais parce qu'une partie de lui avait voulu exactement ce que cette vidéo a finalement produit. Il lui a dit qu'il était désolé pour chaque message supprimé, chaque visite annulée qu'il n'avait jamais questionné d'assez près. Chaque année où il l'avait laissé croire que sa mère avait simplement cessé de la choisir. Puis il s'est tourné vers moi. Claire n'a pas détruit notre mariage, a-t-il dit doucement. Je le sais maintenant. Je continue à vouloir me dire qu'elle l'a fait parce que c'est plus facile que d'admettre ce que j'ai réellement fait, c'est-à-dire rien. Je suis resté là et je l'ai laissé faire. Cette nuit-là dans le parc, toutes les nuits suivantes, je n'ai jamais été assez courageux pour l'arrêter, et maintenant j'ai perdu des années que je ne peux pas récupérer avec vous deux. J'ai laissé le silence s'étirer après qu'il ait fini. 3 ans plus tôt, une vieille partie fatiguée de moi se serait peut-être précipitée pour le combler de réconfort. Je n'ai pas fait ça cette fois. Je te pardonne, Jacques, et je dis finalement, et je le pensais de la manière spécifique dont le pardon signifie parfois renoncer à une dette sans attendre de remboursement. Je ne porte plus la colère. Ça ne nous fait de bien à aucun de nous deux. Mais j'ai besoin que tu comprennes que te pardonner ne signifie pas revenir en arrière. Certaines choses, une fois qu'elles sont brisées, nettoyées, ne se remettent pas en place juste parce que la vérité a finalement éclaté. Il a hoché la tête lentement. Quelque chose dans ses épaules se relâchant comme un homme qui s'était préparé à un verdict plus dur et était surpris par la douceur de celui qui l'a réellement reçu. Je ne m'attends pas à ce que nous revenions en arrière, a-t-il dit. Je ne voulais juste pas continuer à vivre sans dire cela à voix haute. À vous deux. Il a pleuré alors, doucement. Et Olivia a traversé le couloir et l'a serré dans ses bras, d'abord timidement, puis plus complètement. Et je suis resté en retrait et je leur ai laissé ce moment sans m'y immiscer. Certaines réparations n'appartiennent qu'aux personnes qui les effectuent. Dans les mois qui ont suivi, Jacques et moi avons construit quelque chose de nouveau à partir des décombres. Pas un mariage, mais un arrangement fonctionnel. Il venait chercher Olivia les week-ends convenus. Il est venu à son récital scolaire et s'est assis 2 rangées derrière moi sans qu'aucun de nous ne rende la situation étrange. Nous avons appris, lentement et imparfaitement, à être 2 personnes distinctes qui avaient autrefois bâti une famille ensemble, et qui devaient maintenant trouver comment continuer à aimer la même fille depuis des maisons différentes. Une année a passé. Olivia a encore grandi, comme le font les adolescents par poussée soudaine, et a commencé à parler d'université, de vouloir étudier l'économie, une carrière que je n'aurais jamais devinée pour elle quand elle était petite et têtue sur les tests d'orthographe. Elle riait plus. Elle m'appelait spontanément juste pour me raconter sa journée. Mon 40e anniversaire s'était terminé en 11 secondes de vidéo dévastatrice. Mon 41e était passé tranquillement, encore à vif, cherchant encore mes marques dans un nouvel arrangement de garde. Mais mon 42e est arrivé différemment. Olivia a insisté pour planifier toute la soirée elle-même. Elle ne m'a laissé l'aider sur aucun détail. Elle m'a juste dit d'être à la maison pour 6 heures et de lui faire confiance. Quand je suis entré dans la cuisine ce soir-là, il y avait un petit gâteau sur le comptoir, légèrement de travers, clairement fait maison, avec mon nom écrit dans un glaçage soigné mais irrégulier. La même recette que nous avions faite ensemble cette première nuit désordonnée dans ma cuisine 1 an plus tôt. Juste 2 assiettes, juste nous deux. À côté de mon assiette se trouvait un morceau de papier plié. Et quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé une lettre de l'écriture d'Olivia, longue de 3 pages, me disant des choses qu'elle disait n'avoir jamais vraiment su comment dire à voix haute, sur le fait que je lui avais manqué pendant ces années perdues, sur la vidéo. Sur combien elle était reconnaissante que je ne l'ai jamais fait se sentir coupable pour quelque chose qui n'avait jamais été de sa faute. Je sais que ce n'est pas chic, a dit Olivia, me regardant lire,
un peu timide. Mais je voulais que ce soit juste nous cette année. Je l'ai regardé, l'effort minutieux dans chaque détail de cette petite cuisine, la fille qui avait retrouvé son chemin vers moi après 3 années perdues et une manipulation que ni l'une ni l'autre n'avions demandé. Et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine se détendre, quelque chose qui était resté tendu depuis cette nuit. J'ai regardé les bougies se consumer jusqu'à disparaître. C'est parfait, lui ai-je dit, et je le pensais plus qu'elle ne pourrait jamais le savoir. Elle a allumé les bougies elle-même, et en posant le gâteau devant moi, elle a souri, de ce sourire facile et sans défense que je n'avais pas vu depuis qu'elle était petite. Je suis exactement là où je dois être, maman, a-t-elle dit. Je me suis penché en avant et j'ai soufflé les bougies, et pour la première fois depuis très longtemps, le sourire qui a illuminé mon propre visage n'était pas quelque chose que j'ai dû forcer. Il était simplement là, attendant, comme je pense qu'il avait attendu tout ce temps. Pour le moment où ma fille et moi nous sommes enfin retrouvés. Si cette histoire vous a touché, cela signifie tout pour moi. Des histoires comme celle d'Emma sont celles que j'aime le plus raconter, des gens discrets qui conservent leur dignité même lorsque tout s'effondre autour d'eux. Si vous avez ressenti quelque chose en regardant, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous suivez ce soir. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci sur la trahison familiale et la force qu'il faut pour tout recommencer, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Il y a tellement plus d'histoires qui attendent d'être racontées, et j'adorerais les partager avec vous. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.